Rebonjour à tout le monde et soyez les bienvenus dans cet atelier en ligne, donc sur la question des eaux souterraines, notamment les études menées pour la connaissance des eaux souterraines. Il s'agit bien donc d'un atelier qui est co-organisé par ProWash and Scale et USAID Terrovie. Et l'idée de cet atelier, donc, c'est de partager entre nous les leçons et les perspectives des activités sur la sécurité de l'eau et de la résilience. Comme on le sait tous, voilà, on s'est tous engagés à réaliser l'ODD 6. Et au-delà de l'ODD 6, il y a encore d'autres objectifs de développement durable où l'eau est requise, par exemple les questions de sécurité alimentaire. Et donc, tout le monde est en train de piocher sur les eaux souterraines. Et la conséquence, c'est que, voilà, on a beaucoup de négatifs lorsqu'on réalise des forages parce que, voilà, on ne dispose pas de beaucoup d'éléments en termes de connaissances. Et donc, certains acteurs ont pris l'initiative de réaliser des études pour améliorer cette connaissance de l'eau souterraine. Et donc, cet atelier nous permet de partager, d'échanger sur ces études-là. Alors, cet atelier est organisé dans les deux langues, anglais et français. Alors, pour ceux qui veulent suivre en français, donc, allez sur... alors, il y a un bouton globe en bas de votre écran où s'écrit interprétation. Vous pouvez cliquer dessus et pouvoir choisir la langue dans laquelle vous voulez suivre cet atelier. Donc, s'il y a des difficultés, ben, n'hésitez pas à le signaler dans le chat pour qu'on puisse vous apporter assistance. Par ailleurs, aussi, les présentations dans le cadre de cet atelier se font donc dans les deux langues aussi. Donc, il y a deux écrans d'affichage, diapo s'il vous plaît, ou anglais. Comme ça permet à chacun de nous de suivre notre webinaire dans de bonnes dispositions. Diapo, s'il vous plaît. Alors donc, voilà, je crois que beaucoup d'entre nous, on se connaît. Donc moi, je m'appelle Hilaire Dongobada, je travaille dans le domaine de l'eau et de l'assainissement comme consultant donc depuis un bout de temps. Et pour nous permettre de bien échanger au cours de cet atelier, nous aurons 5 intervenants qui vont nous parler des études qu'ils ont eu à réaliser. Donc, nous aurons Madame Béré Alibata Ouattara, donc, qui va nous présenter une étude réalisée par l'activité Terre au vide de USAID. Ensuite, nous aurons aussi une collègue Fatimata Sawadogo, donc du programme eau et assainissement du ministère de l'eau financé par la Banque mondiale, donc qui est en train de réaliser une étude aussi sur la connaissance des eaux souterraines. Nous aurons aussi M. Christophe Zanzé qui nous parlera aussi d'une étude similaire réalisée dans le Sahel par le programme avec Cowater. Ensuite, nous aurons notre collègue Justin Bailly du réseau Actea qui nous reviendra sur les temps forts d'un atelier qui a été organisé en ligne sur les eaux souterraines. Et nous terminerons avec Léonard Pouillat, donc du cluster WASH, qui nous parlera aussi de l'initiative de la connaissance des ressources en eau pour gérer les questions d'urgence humanitaire. On vous a perdu. Monsieur Dongobada, on vous a perdu un moment. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Je crois que Monsieur Dongobada a dû avoir un problème de connexion. J'espère que la connectivité va pouvoir se rétablir dans quelques secondes. Euh,
Nous pourrons effectivement simplement continuer rapidement au niveau des intervenants, donc Fatimata Sawadogo, puis Justin Bayili, qui seront avec nous également dans quelques instants. Nous passons à présent la parole pour l'allocution d'ouverture à Madame Precious Sancho, qui est conseillère WASH pour USAID BHA. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi d'assister à cet événement sur l'évaluation des ressources en eau et aussi la gestion et la sécurité des ressources au Sahel. Je m'appelle Precious Sanko. Je suis conseillère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec le BHA basé à Washington. Ce travail est le résultat d'une collaboration financée par le BHA en 2022 et 2023 entre Terre, Eau, Vie, PoWash et Scale et d'autres partenaires au Burkina Faso. Le partage des connaissances et des informations sur les ressources en eau locales est un élément critique de ce travail sur les services en eau polyvalents. Nous savons que les informations sur les ressources en eau souterraines ne sont pas toujours disponibles à toutes les parties prenantes, surtout celles au niveau local. La collaboration et la communication sont essentielles et toutes les voix méritent notre écoute. Il est seulement à travers un partage de connaissances efficaces que nous allons pouvoir réaliser des progrès dans notre poursuite de la sécurité des ressources en eau. La gouvernance de l'eau et la sécurité des ressources en eau devient de plus en plus critique. Nous avons tous et chacun notre rôle à jouer dans le renforcement des écosystèmes et dans l'avancement vers un monde plus résilient et plus durable. L'USAID est fier de ces partenariats et de ces efforts que nous avons déployés pour améliorer la sécurité en eau. Nous allons continuer à collaborer au Niger et dans la région plus largement pour réaliser un avenir plus prospère et plus sécure dans ses ressources en eau. Donc, un grand merci à toutes et à tous et à profiter de cet événement. Merci. Merci, Precious, pour ce mot donc, qui nous rappelle que voilà, l'eau souterraine fait partie de la sécurité de l'eau et donc mieux la connaître pour mieux agir, c'est très important. Alors, nous allons démarrer notre série de 5 présentations et alors sachez que nous n'avons pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions au fur et à mesure de présentation, vous pouvez les envoyer soit dans le chat ou alors il y a un onglet en bas de votre écran qui indique Q et R. Donc, vous pouvez envoyer vos questions là-bas et comme ça, au fur et à mesure, on pourra y revenir. Donc, nous allons donner la parole à Abibata Ouattara, donc de Terre aux Vies USAID, pour nous présenter l'étude qui a été réalisée dans le cadre de ce projet. Madame Ouattara, vous avez la parole. Essayez de nous faire 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher Hilaire. Je tâcherai d'être dans les 10 minutes chrono. Et comme l'a déjà dit au niveau de l'introduction, mieux connaître pour mieux agir est le thème sur lequel je vais faire l'économie de l'expérience de Terre aux Vies en termes d'études, en termes de connaissance de la ressource en eau dans ces zones d'intervention. Désolée, nous n'avons pas une bonne connexion du fait que vous ne me voyez pas avec la caméra. Slide, s'il vous plaît. Alors, ma communication sera articulée autour de 5 points principaux. L'expérience de Terre aux Vies en faisant mention de qui est Terre aux Vies, suivi de la zone d'intervention. Ensuite, je vous dirai comment nous avons mené cette étude, suivi de la présentation de quelques résultats, leçons apprises pour terminer avec les conclusions et opportunités. Slide. Slide. Alors, Terre aux Vies, qui est Terre aux Vies? Qui sommes-nous? Il faut dire que Terre aux Vies est un projet qui fait partie du programme Résilience accrue pour le Sahel, qui a sa deuxième phase. Nous sommes financés par USAID et le projet a démarré en février 2019. Le projet s'articule autour de 3 composantes: l'amélioration de la sécurité de l'eau, l'amélioration durable et productive des terres
et la gestion des risques et catastrophes. Vous conviendrez avec moi que cette étude que nous avons commanditée entre en étroite ligne avec la composante sécurité de l'eau, dont l'une des dimensions est de mieux connaître la ressource et donner des réponses appropriées. Slide. Ce qui a fait que sur nos 11 communes d'intervention, nous avons commandité 2 études. La première étude a concerné 3 communes qui est en bleu clair, la commune de Yalgo et Tougouri dans le centre-nord et la commune de Mani dans la région de l'Est. La seconde phase, qui a démarré autour de 2022-2024, a concerné 8 communes qui sont en bleu foncé. Nous avons la commune de Rolo, Nansima, Basalwo, Burum, Nagbingu, Pisila dans le centre-nord et nous avons la commune de Seitenga à l'est et dans le Sahel plutôt et la commune de Gaïeri à l'est, dans la région de l'est. Les 4 autres communes sont les communes d'intervention de Terre-Vie, mais qui n'ont pas fait l'objet de l'étude au souterrain. Slide. En termes de stratégie pour conduire cette étude, il y a eu 2 axes principaux. Le premier axe a concerné le recrutement de bureaux d'études, parce que la première phase a été menée par OGETAD, la seconde phase par BERA. Nous avons également mis en place un comité technique composé des services techniques étatiques, des ONG et des bureaux d'études pour nous permettre de pouvoir amender les TDR jusqu'à la finalisation des rapports. Nous avons également, dans ce premier axe, impliqué les techniciens communaux, également faire une restitution au niveau national pour ce qui est de la première phase de l'étude. Donc, pour la seconde phase, les bureaux d'études ont utilisé une multitude de méthodes allant de la revue documentaire, géophysique, de la télédétection, pour pouvoir arriver aux résultats que je vais présenter dans le slide suivant. Slide suivant. Alors, en termes de résultats, nous avons engagé plusieurs résultats, mais je vais me focaliser sur quelques-uns. Sur le point hydrogéologique, nous avons d'abord fait l'inventaire de plus de 1400 ouvrages lors de la première phase, qui nous a permis d'élaborer des cartes thématiques, des cartes sur les potentialités hydrogéologiques, des cartes sur les épaisseurs d'altération. Et l'exemple de la carte présentée est celle de Mani, où nous voyons les différentes cartes et la carte globale hydrogéologique qui nous renseigne sur les débits de favorables jusqu'à des débits assez importants. Et là où nous avons trouvé des débits assez importants, cela va de 5 mètres cubes à 23 mètres cubes qui sont matérialisés par des points en rouge. Au terme de slide, en plus des résultats hydrogéologiques, nous avons eu des données sur la qualité de l'eau. Donc, pour la première phase, nous avons par exemple analysé 400 points d'eau. La seconde phase, environ 188 points d'eau. Cela nous a relevé la présence de métaux lourds dans certains points d'eau, mais également la présence de coliformes dans les eaux. Donc, ce qui témoigne qu'il faut faire attention à l'ensemble des activités qui sont menées autour de la ressource pour ne pas vraiment contaminer ces ressources en eau. Et là, cette carte matérialise les risques de pollution qu'on a pu voir au niveau de la commune de Yalgo. Donc, à titre d'exemple, dans la commune de Yalgo, sur 205 points d'eau, il y avait 25% qui avaient de la contamination bactériologique. Et nous avons également la présence d'arsenic dans certains points d'eau. Slide. Également, au niveau des résultats, nous sommes arrivés à produire un programme de gestion des ressources en eau en partant des constats
sur le point hydrogéologique et sur le volet qualité de l'eau. Donc, cela a permis d'identifier des points d'eau où on a la présence de plusieurs paramètres qui sont anormaux pour pouvoir faire un suivi. Donc, ce qui a permis d'élaborer, par exemple, cette carte de suivi des points d'eau au niveau de la commune de Bouroum. Et là, vous verrez à votre droite de la carte les différents points d'eau forage qui ont été identifiés et qui doivent faire l'objet de ce suivi. Donc, ce n'est qu'un extrait du programme de gestion des ressources en eau. Slide. En termes de leçons apprises et de défis, que faut-il retenir? Pour les défis, il faut dire que les défis sont énormes, mais nous allons énumérer que quelques-uns. Le premier défi, c'est vraiment l'expertise technique au niveau communal, parce que cette étude que nous avons menée est vraiment complexe et nous savons que dans nos communes, il n'y a pas d'hydrogéologue pour pouvoir mieux interpréter ces résultats et même exploiter les bases de données. Le second défi, c'est la mémoire institutionnelle. Que ce soit au niveau des communes, des ministères, il y a un changement de personnel. Donc, tous ceux qui ont été impliqués lors de l'étude depuis le début ont vu changer de poste, ont vu changer de zone d'intervention. Donc, cela joue à la défaveur de l'appropriation un peu des résultats. Et le troisième défi que je vais mentionner est la mobilisation des ressources pour pouvoir financer ce programme de gestion des ressources en eau. En termes de bonnes pratiques, je vais citer quelques-uns. C'était l'implication des techniciens communaux qui a permis vraiment de faire l'inventaire des ouvrages et de s'appuyer sur eux pour faire les prélèvements d'échantillons et les envoyer au niveau des laboratoires. Une bonne pratique aussi qu'on peut citer, c'est que sur la base des premiers résultats, un étudiant a pu défendre sa thèse en hydrogéologie au niveau de l'université Joseph Kizerbo. Et on retiendra également que certaines ONG ont pu, sur la base des cartographies des ouvrages existants, s'appuyer sur ça pour mener des activités, pour réaliser des activités de réalisation et de réhabilitation d'ouvrages. Slide. Slide. En termes d'opportunités et de conclusions, nous pouvons dire que nous avons les résultats sur l'ensemble des communes qui sont disponibles et prêtes à mettre à la disposition de tout acteur le voulant. Nous avons également fait des efforts de diffusion en mettant à la disposition des communes, des DREA, les résultats de la première phase, y compris les bases de données, et même former des techniciens communaux sur l'interprétation ou l'utilisation de ces différentes cartes. Et l'effort de vulgarisation qu'on a également fait, c'était l'atelier national qui nous a permis de diffuser les résultats à un haut niveau. Sur cela, je vous dis merci. Alors, vous m'entendez, j'espère. Donc, voilà, à travers cette présentation de Terre aux Vies, on a aujourd'hui des résultats sur 11 communes et en particulier des communes dans la région du centre-nord du Burkina qui est une région traditionnellement très difficile en matière d'hydrogéologie. Donc, cette étude nous permet de connaître des éléments, des zones de recharge. Et ça, normalement, ça devait aider aussi à mettre en place des mesures pour favoriser la recharge des nappes. Alors, on va évoluer, on va donner la parole à Madame Fatimata Keni Sawadogo, du programme Eau et Assainissement financé par la Banque mondiale et qui travaille sur l'ensemble du pays. Donc, il y a une étude similaire qui est conduite sur l'ensemble du pays. Et donc, Fatimata, vous avez la parole pour nous parler de cette étude-là. Alors, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. Je suis Madame Kine Sawadogo Fatimata du Paya et je vais vous présenter les résultats provisoires d'une étude que nous avons entamée depuis 2021 et qui porte sur l'analyse multicritère d'identification des zones favorables
dans la zone du socle. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment un rapport d'étape. Donc, ce n'est pas des versions définitives. Alors, on sait que le pays est couvert à 80 à 82% par le socle cristallin. Et quand on connaît les conditions hydrogéologiques de cette formation, on sait que la mobilisation de ressources en eau est vraiment difficile dans cette zone-là. Alors, donc, au niveau en matière d'accès à l'eau potable, la population qui y vit, surtout en milieu rural, a un taux d'accès pratiquement faible comparativement aux autres localités. Alors, la préoccupation qui se pose, c'est de savoir où est-ce que nous allons mobiliser l'eau pour répondre aux besoins des populations, étant donné le caractère discontinu des nappes qui s'y trouvent. Donc, l'objectif, c'est de vraiment identifier les zones favorables et nous avons utilisé deux approches pour pouvoir aboutir à un résultat. C'est l'AMC par la méthode classique et l'AMC par l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait appel à des algorithmes. Et toutes ces deux méthodes-là devront nous permettre de faire une cartographie de sites potentiels. Et sur la base des cartes qui seront produites, nous allons identifier 50 sites sur lesquels nous allons conduire des prospections géophysiques pour implanter des forages. Et à l'issue de l'implantation des forages, il y aura la réalisation des ouvrages. Et après la réalisation des ouvrages, nous allons nous bâtir sur les données issues des cuttings et les données issues des pompages pour pouvoir finaliser donc les cartes de potentialité produites à partir des deux approches. Cela nous permettrait d'affiner donc nos résultats. Alors, slide diapo. Voilà, merci. Alors, là, je disais qu'il y a deux approches qui ont été utilisées, la méthode classique et puis la méthode intelligence artificielle. Vous avez là une carte qui est produite sur la base de la méthode classique et qui présente un peu les résultats allant de, nous avons pu avoir à l'échelle du pays les zones favorables aux zones très défavorables. Ces résultats sont obtenus sur la base d'un ensemble de critères catégorisés en indicateurs. On a trois types d'indicateurs qui ont été retenus pour aboutir à ce résultat-là. C'est l'indicateur de disponibilité qui prend en compte l'infiltration efficace, les données comme la densité de fracturation, etc. On a aussi un autre indicateur qui est l'indicateur d'accessibilité. Et enfin, on a un troisième indicateur qui est l'indicateur d'exploitabilité. Donc, quand vous regardez les quatre, le bleu foncé, c'est les zones vraiment très favorables où on a un débit qui est supérieur au minimum à 10 mètres cubes. Et nous avons ensuite les zones favorables. Et en rouge, vous avez les zones très défavorables. Cette carte a été dégrossie à l'échelle des bassins hydrographiques. Ensuite, slide suivante. Voilà. La deuxième carte, c'est celle produite à partir de l'intelligence artificielle. Ici, nous voyons que nous avons beaucoup plus de zones défavorables comparativement à la méthode classique. Mais il se trouve que vu que la carte est à l'échelle nationale, ça fait qu'il y a des précisions qui sont un peu cachées à l'intérieur. Maintenant, il se trouve qu'on a beaucoup plus de zones défavorables ici parce qu'il y a un critère qui a été utilisé comparativement à l'autre côté où ce critère n'a pas été utilisé directement. Le critère qui est utilisé, c'est qu'on a utilisé le taux de succès dans la réalisation de la carte. Et donc, cette carte a été soumise à l'appréciation des acteurs qui ont fait des recommandations, dont les recommandations ont été prises en compte dans une seconde phase. Malheureusement, comme les résultats sont disponibles à ce jour, mais comme ça n'a pas encore validé, je ne peux pas les présenter ici. Sinon, la deuxième partie de l'étude approche AMC-IA présente de meilleurs résultats que ce qui a été fait dans la première partie. Diapositive suivante. Alors, donc, je disais que c'était rapport des études intermédiaires. Et donc,
Et dans la suite des travaux, je disais qu'on est en train de poursuivre l'AMCIA, sinon que c'est déjà fini, il reste la phase de validation. Donc, l'idée, c'est de voir réellement comment améliorer les résultats et puis aussi mieux générer des cartes à l'échelle régionale, provinciale et éventuellement communale. Donc, ça donne plus de précision au niveau donc, de l'information. Alors, ensuite, je disais qu'on avait, le projet vise à pour ambition aussi de valider les cartes à travers donc, les forages qui devront être réalisés. Donc, les travaux de foration ont déjà commencé et des retours que nous avons des différents contrôleurs, c'est que, en tout cas, on a des débits qui sont autour, qui se situent entre 5 à 15 mètres cubes heure. On n'a pas encore reçu un débit au-delà de 15 mètres cubes heure. On a moins de forages négatifs. Pour le moment, c'est un seul forage négatif qu'on a obtenu sur l'ensemble des sites que nous avons choisis sur la carte de potentialité. Ensuite, nous allons procéder à la reprise de cette carte-là en intégrant les données géologiques et les données de pompage pour pouvoir rendre les cartes beaucoup plus précises. Ça, c'est donc dans les perspectives. En termes de leçons apprises, nous pouvons dire que pour cette étude-là, l'un des intrants donc, des deux approches qui ont été utilisées là, c'est donc des données sur les forages. Donc, la qualité des données pour les forages là, en dépend fortement. Donc, il est important que chaque acteur, que nous soyons ONG, que nous soyons du secteur public, que nous puissions renseigner vraiment véritablement les fiches là, les fiches pour que cela puisse remonter au niveau des structures compétentes et que cela soit mieux capitalisé. Donc, l'intérêt, c'est que ça pourra donc améliorer donc, les différentes structures. Voilà donc ce que j'avais juste à vous présenter comme résultat provisoire. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je voulais signaler un truc, si vous permettez. Je disais, je suis sur le terrain et ma batterie est faible. Au cas où je n'arriverai pas à poursuivre la suite des échanges, je voudrais m'excuser, présenter mes excuses par avance et je reste disponible pour, en tout cas, éventuellement communiquer et qu'on puisse prendre en compte les observations, les contributions que vous viendrez à faire pour la poursuite des travaux. Merci. Merci Fatimata, merci pour les efforts faits malgré que vous soyez sur le terrain pour vous connecter et partager l'avancement de cette étude que le PAIA est en train de mener donc, sur l'ensemble du pays. Je sais que beaucoup de nos participants ici ont beaucoup de questions, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les Q&A ou dans les chats et on se chargera de transmettre ces questions à Fatimata qui pourra apporter des réponses. Et ces réponses seront partagées donc à travers le mailing list qui sera établi à l'issue de cet atelier. Alors, nous poursuivons notre procédé de présentation en donnant la parole à Zanzé, donc de coworkers qui sont en train de mettre en œuvre un projet sur les ressources en eau dans la zone du Sahel. Donc, il va nous partager ce qu'ils ont comme études sur les ressources en eau souterraines dans cette zone-là. Monsieur Zanzé, vous avez la parole. OK, merci bien. Alors, on peut aller au diapo 3 directement. Diapo, juste 3 directement. Slide 3. Voilà. Donc, l'étude commanditée par Cowater sur les ressources en eau souterraine se passe dans le cadre d'un projet, un projet qui vise l'amélioration du bien-être socio-économique des populations vulnérables dans la région du Sahel. Alors, on peut aller au diapo suivant. L'objet de l'étude, donc, l'objet de l'étude, c'est utiliser la démarche de l'analyse multicritère de l'intelligence artificielle pour identifier et cartographier les zones à forte potentialité hydrogéologique dans les communes de Dori, Palabuntu et Gorom-Gorom, dans la région du Sahel. Et par la suite, donc, on va planifier l'exploitation de ces ressources-là pour approvisionner en eau potable ces 3 communes jusqu'à l'échéance 2050. Alors, l'étude se passe en deux phases. La première phase est terminée. Elle a eu lieu entre mai et novembre 2023.
et elle a consisté donc à cartographier, identifier et cartographier les zones de forte potentialité hydrogéologique. La phase 2 est en naissance de démarrage et elle va consister à réaliser des forages dans les zones identifiées pour confirmer effectivement l'existence de la nappe. Alors, en termes de recommandations, diapo 3. Donc, au vu de ce que nous avons déjà fait, en termes de recommandations, on peut dire que pour mener ce genre d'études-là, il faut se donner le temps et les ressources nécessaires. Parce que l'étude aboutit à des cartes, à des atlas cartographiques qui doivent rester pérennes et utilisables par plusieurs acteurs. Donc, pour cela, elles doivent être fiables. Donc, il faut se donner le temps et les moyens nécessaires dès la conception donc, du projet. Ensuite, deuxième recommandation, il faut informer toutes les parties prenantes dans la zone parce que chaque partie peut avoir une information qui peut être utile pour la réalisation de l'étude. Et enfin, donc, il faut, ça c'est une proposition, donc choisir une entité administrative donc, qui a la capacité donc, de capitaliser ces études-là et ensuite de les partager à toutes les parties prenantes donc, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour notre cas, donc, le projet compte mettre en place une intercommunalité, une structure intercommunale dédiée à l'eau et à l'assainissement dans la zone donc, du projet, c'est-à-dire sur les 3 communes. Et c'est une structure donc, locale, qui aura un fort ancrage local, et elle sera dépositaire donc, de tous les résultats de l'étude, et elle pourra donc les partager à tous ceux qui viendront par la suite donc, pour travailler dans le domaine de l'eau souterraine sur les 3 communes. Alors, vous avez donc à gauche donc, 2 cartes. La première carte, la plus à gauche, c'est la carte donc, des zones de forte potentiel hydrogéologique déterminée par la démarche d'analyse multicritère. Et à droite, c'est la carte donc, déterminée donc, par l'intelligence artificielle. On voit donc des similitudes, de fortes similitudes, donc ces 2 cartes-là se superposent à peu près. Donc, voici rapidement donc, résumé donc, l'étude donc, des ressources en eau souterraine commanditée par Powater dans les 3 communes de Douri, Falogote et Gorom-Gorom. Merci. Oui. Merci Zanzé, merci Christophe pour le partage donc, de cette étude menée donc, sur Dori, Falaguntu et Gorom Gorom. Donc, ça nous donne aussi une idée de la situation hydrogéologique dans une autre partie du pays. Et on voit aussi que, aussi bien avec l'étude du PAEA que l'étude de Cowater, les 2 méthodes utilisées, c'est l'analyse multicritère et l'intelligence artificielle. Et donc, ça va donner des idées aussi à d'autres intervenants qui voudront faire des études pareilles. Alors, il nous reste 2 présentations. Nous allons donner la parole à Justin, donc du réseau Actea, donc qui va nous faire le retour sur l'atelier sur les eaux souterraines qui a eu lieu, je crois, il y a un peu plus d'1 année. Justin, vous avez la parole. Merci au modérateur et bonsoir à tous. Baïli, Justin, animateur du réseau Actea. Actea est une plateforme d'information et d'échange qui réunit les acteurs de l'eau au niveau du Burkina. Faire à la slide suivante. Donc, très rapidement, pourquoi le réseau Actea a été mis en place? Il faut dire que le réseau Actea a été créé en 2015 sous l'impulsion de 2 ONG, notamment le PSO en France et l'association Agdil au Burkina. Et pourquoi la création de ce réseau? Quels sont en fait nos objectifs? Le premier objectif, c'est de créer des cadres de concertation, des cadres d'échange entre les acteurs autour de problématiques concrètes. Et autre objectif, c'est partager l'information dans le domaine de l'eau, mettre à la disposition des acteurs un ensemble de documentation sur notamment les politiques et les politiques de l'eau, les documents relatifs aux études et diagnostics qui sont réalisés par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Également, nous avons comme objectif de conseiller et accompagner les porteurs de projets, aussi bien au niveau du Burkina qu'à l'extérieur du Burkina. Et enfin, nous essayons de valoriser et capitaliser les expériences qui sont en cours dans le domaine de l'eau. Prochaine slide. Et donc, comme le disait le modérateur, en 2022, nous avons eu organisé un atelier sur les ressources en eau souterraines. Et au thème de cet atelier, nous avons pu
retenir quelques recommandations formulées par les participants. Et la première recommandation était relative à mieux évaluer la partie exploitable de la nappe. Comme le thème de notre rencontre ce soir, c'est vraiment voir qu'est-ce qui peut être exploité en termes de ressources dans nos souterraines, parce que toutes les ressources ne sont pas forcément exploitables. Donc, c'est vraiment important qu'on ait quand même un bon maillage du territoire pour tenir compte notamment des aquifères qui existent. Autre recommandation formulée par les participants, c'est prendre en compte les zones de recharge dans les études hydrogéologiques, parce que généralement, les acteurs ne prennent pas en compte cet aspect des ressources en eau souterraine. On se contente juste d'évaluer la qualité, la quantité de l'eau disponible, mais pas suffisamment la prise en compte des zones de recharge. Autre recommandation, c'est vraiment comme le thème de l'atelier de ce soir le dit, c'est valoriser les études, parce que nous avons beaucoup d'études qui sont réalisées, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées, encore moins mises à la disposition des bénéficiaires. Quatrième recommandation, c'est au niveau du ministère, c'est une recommandation formulée à l'endroit du ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est ces différentes structures spécialisées. C'est vraiment des bases de données thématiques. Parce que c'est vrai que nous avons une base de données, nous notamment, mais qui n'est pas très spécialisée. Nous n'avons pas de spécification au niveau des thématiques. Donc, c'est vraiment une formulation à l'endroit du ministère de l'eau. Et la cinquième recommandation, c'est de demander un renforcement de la collaboration entre les ministères en charge de l'eau et de l'agriculture. Parce que comme les uns et les autres le savent, de plus en plus d'acteurs utilisent la ressource en eau souterraine, que ce soit au niveau de l'agriculture ou de l'élevage. Mais il faut une meilleure collaboration pour que la ressource soit répartie de façon équitable, mais prioritairement aux besoins d'accès à l'eau potable. Et autre recommandation, non moins importante, c'est de demander vraiment au niveau de la réalisation des ouvrages d'extender les travaux, que les entreprises se chargent de la réalisation des travaux, mais que le maître d'ouvrage, que ce soit la collectivité ou le partenaire, puisse assurer le contrôle pour s'assurer qu'il y ait une conformité entre les différents résultats obtenus. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez pointu, qui a été vraiment plusieurs fois demandé parce que quand vous êtes sur le terrain, les résultats qu'on vous présente sous la main ne sont pas forcément conformes à ce que vous constatez. Donc, je vais m'arrêter très rapidement là pour laisser la parole aux autres et vous remercier. Merci bien. OK, merci Justin pour le partage de ces recommandations formulées lors de l'atelier et je pense que lors de notre deuxième partie où nous devons aussi revenir sur un certain nombre de recommandations, certainement que nos participants vont regarder déjà les recommandations formulées et peut-être les améliorer. Et avant de donner la parole, Léonard, je rappelle que voilà, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et j'invite nos présentateurs à regarder ces questions et, dans la mesure du possible, apporter certaines réponses. Il y a une question de coliformes dans les eaux. Patrick, sur les bailleurs qui se concentrent sur les zones. Il y a eu une réponse de Fatima. Il y a Issa qui demande les questions de pompage de longue durée dans les zones d'insécurité. La question de la fiabilité des zones, la fiabilité des données primaires, donc posée par Évariste Agbo. Voilà, et la question de la collaboration entre les différents ministères. Bref, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à interagir avec nos participants à travers le chat. Et donc, Léonard, nous terminons la série de présentations donc, sur les cas spécifiques des questions d'urgence où aussi on a besoin des eaux souterraines pour fournir les premiers services d'eau potable voilà, aux populations vulnérables, notamment les PDI. Donc, il y a eu aussi une étude dans ce sens. Donc, nous vous donnons la parole pour nous partager l'économie de cette étude. Vous avez la parole, Léonard. OK, merci beaucoup, Fimer. Donc, je m'en vais donc vous présenter donc les résultats donc de l'étude du Cluster Watch. Donc, à la demande de soutien donc du Cluster Watch Burkina Faso, UNICEF a financé donc début janvier 2021 cette recherche portant sur la caractérisation hydrogéologique de certaines villes donc à forte présence de personnes déplacées au Burkina Faso. Donc, avec pour objectif donc de contribuer donc à l'amélioration de la connaissance de l'hydrogéologie dans 8 localités fortement touchées par la crise sécuritaire.
Donc, les facteurs qui ont motivé donc, le choix donc, de ces localités sont entre autres la situation notoirement donc, mauvaise des zones souterraines, le besoin aigu d'augmenter donc, le taux de réussite donc, de forage. Il faut noter que donc, ces communes sont Fadam Gourma donc, à l'est, Deo Djibo, Dori et Gogadji donc, au Sahel, Bouroum et Bourzanga au centre-nord et la commune de Titao donc, au nord. Aussi, donc, il faut noter que donc, les zones concernées par cette étude sont souvent donc, situées dans une zone défavorable, aussi bien du point de vue climatique qu'hydrogéologique en tant que telle. Et enfin, donc, ces zones sont couvertes donc, par les interventions humanitaires WASH. Donc, il a été donné de constater donc, un taux élevé d'échec de forage, de nombreux forages donc, avec donc, un débit faible, et enfin donc des baisses de débit donc, de forage au cours donc, de l'exploitation en tant que telle. Donc la méthodologie adoptée donc, pour aboutir au résultat s'est orientée en deux phases qui a constitué donc la première phase qui s'est basée sur une analyse multicritère en utilisant les systèmes d'information géographique, slide, et la deuxième donc, phase qui a porté donc, sur des études donc, de terrain et donc géophysique. Slide. Spécifiquement, donc, la première phase donc, a consisté à la délimitation donc, des zones favorables à l'aide de données existantes, notamment donc, des cartes, des données donc, de télédétection et des enquêtes de reconnaissance donc, locale. Et à l'aide d'une analyse multicritère, donc, les différentes conditions hydrologiques qui sont pertinentes pour la favorabilité donc, des forages productifs et durables ont été donc, étudiées. En combinant donc, ces différents critères, la favorabilité générale d'une zone peut alors être déterminée en tant que telle. Donc, les critères donc, utilisés sont entre autres la lithologie, donc les linéaments, les cours d'eau, et enfin donc, la pédologie et l'épaisseur donc, qui ont été utilisés. Slide. Donc, la deuxième phase a consisté donc, à la localisation détaillée donc, à travers l'identification des linéaments avec des images satellitales à haute résolution en tant que telle, l'exploitation hydrogéologique de terrain et les mesures géophysiques donc, pour préciser donc, les zones fracturées. Et en termes donc, de résultats aboutis, donc, des cas de favorabilité pour l'implantation de forages pour les 8 localités donc, de recherche ont été donc, produites. Je m'en vais donc vous faire donc, les résultats aboutis pour la carte hydrogéologique des bassins versants donc, autour de Dori et de Gogadji. Slide. OK, donc tous les scores donc, de favorabilité ont été divisés donc, en 3 classes donc, de favorabilité. Donc la première classe qui concerne donc, la classe favorable avec donc, la zone à couleur bleue, dont le taux de réussite varie donc, est supérieur à 0,6 comme taux de réussite élevé. Donc, donc des zones médiocres, c'est-à-dire donc la carte au niveau donc, avec les couleurs donc, orange, qui varient donc de 0,45 et 0,6. Et donc, les zones défavorables en tant que telles, vous voyez donc les couleurs rouges sur la carte, dont le taux de réussite est plus bas, c'est-à-dire inférieur donc à 0,45. Pour chaque zone de favorabilité, donc les pourcentages de forage avec des débits supérieurs, donc à 0,7 m3/heure et 2,2 m3/heure ont été donc déterminés comme taux de réussite. Donc, vous voyez que globalement, donc, la situation autour de Dori et de Gogadji n'est pas très favorable car les zones sont dominées par des favorabilités donc défavorables et médiocres. Donc, des stratégies ont été donc adoptées en termes de vulgarisation et sondage donc, sur l'impact des résultats aboutis donc, à travers donc, cette recherche. Slide. Donc, en termes de vulgarisation, donc d'abord, l'étude a connu l'implication directe donc, des structures centrales donc, rattachées et déconcentrées du ministère donc, de l'eau et de l'assainissement et donc les parties, donc les membres du Cluster WASH Burkina Faso. Et comme canaux de diffusion donc, des résultats, donc 2 ateliers de validation donc, du rapport ont été donc, faits et donc la diffusion a été faite à travers donc, la messagerie électronique donc, du cluster et des communications lors des réunions du cluster donc, régional et donc régionaux et également donc, du cluster national. En termes de sondage, pour avoir donc un sondage a été initié donc, par le cluster donc, auprès donc, de ses partenaires dont j'ai listé, donc
avec donc une série de questions donc, pour avoir donc, s'ils ont consulté donc l'étude et visualisé donc les cartes qui ont été produites par les 8 localités, et si les résultats donc présentés donc leur semblent intéressants, utiles également, et comment ils peuvent donc pouvoir utiliser ces résultats dans le cadre de leur projet. Et enfin, donc, des suggestions donc, de canaux pour améliorer donc, la vulgarisation donc, de ces résultats. Je m'en vais vous présenter donc, la majorité des 2 propositions qui seront nécessaires donc, au bout donc, de cet atelier. Il s'agit donc d'exploiter les canaux qui vont au-delà donc, du cluster, comme donc, le site du ministère donc, de l'eau et de l'assainissement, pour vulgariser donc, les résultats sur les recherches hydrogéologiques. Et enfin, donc, envisager une restitution donc, locale des zones où il y a eu donc, des différentes recherches concernées. Donc, je m'arrête là donc, pour la présentation des résultats donc, du Cluster Watch et je vous remercie donc, pour votre écoute attentive. Merci. Merci Léonard pour cette présentation et vous avez terminé en rappelant le but de cet atelier qui est de voir comment rendre disponible et aussi valoriser l'utilisation de ces différentes études qui ont été réalisées et aussi dans quelle mesure on peut aussi partager les approches, les expériences pour couvrir d'autres zones du pays. Alors, donc, nous avons quelques minutes pour prendre deux questions, voilà, 2 questions des intervenants. Alors, si vous voulez poser une question, levez la main. Donc, il y a une option, levez la main si vous l'avez. Voilà, vous levez la main et comme ça, on vous donne la parole. Et comme le temps est court, alors il faut poser votre question directement, soyez précis, concis. Et comme ça nous permet de pouvoir répondre à 2 ou 3 questions avant de rentrer dans la phase des recommandations. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées pour le moment? Nous pouvons répondre à 1, 2, 3 questions. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des mains levées, s'il vous plaît? Judith, est-ce qu'il y a une main levée? Alors, je ne vois pas de main levée. Par contre, je vois des questions intéressantes dans le chat qui n'ont pas encore été peut-être répondues. Oui. Il y a une question qui, je pense, qui s'adresse un peu à tout le monde, c'est quelle stratégie adopter pour collecter ce type de données primaires et quelle devrait être la contribution de l'État? C'est une question assez générale. Et une question à tous les présentateurs également, c'est est-ce que les effets des changements climatiques sont pris en compte dans les paramètres utilisés? Et sinon, est-ce que ces effets peuvent à terme modifier les conclusions actuelles des études qui sont menées? Je pense qu'il y a encore d'autres questions qui sont assez techniques. Peut-être que les présentateurs pourraient répondre dans le chat. Une question sur la présence des coliformes fécaux dans les résultats de l'étude menée par USAID Terrovi. Oui, Voilà. effectivement, oui. Oui. Alors, en attendant que nos présentateurs puissent intervenir rapidement, je pourrais dire effectivement la question sur les données, le rôle de l'État, voilà, ça a été posé par Évariste, je crois, Évariste Agou. Alors, personnellement, je dirais qu'il est de la responsabilité de l'État de mettre en place le dispositif et le faire fonctionner pour que chaque fois que quelqu'un réalise un forage, qu'il puisse remplir bien les fiches qui doivent être retournées aux services compétents. Parce qu'après, vous avez vu qu'on utilise beaucoup, on fait beaucoup de statistiques sur les ouvrages existants. Donc, on regarde les données des forages existants pour faire des statistiques et ensuite maintenant de générer des projections. Et puis, ça alimente aussi l'intelligence artificielle pour nous proposer des choses. Donc, c'est à l'État, à travers ces services déconcentrés, de pouvoir suivre tous ceux qui réalisent les forages et récupérer ces informations. Je pense que, je ne sais pas si Fatimata est encore avec nous, elle pourra rebondir sur cette question. Plus de précision. Mais c'est à nous aussi de formuler les recommandations dans ce sens. Je sais qu'il y a beaucoup de fiches, mais souvent on ne les suit pas. Donc les gens réalisent des forages, mais on ne capitalise pas suffisamment. La question sur les coliformes, est-ce que Abibata est à côté? Est-ce qu'elle peut réagir, voilà, au niveau de Yalbo où on a beaucoup de forages avec des présences de coliformes?
Alors, je sais que même à Ouaga, oui, il y a des forages. J'ai un ami qui vient de réaliser un forage et il dit que dans l'analyse, il y a des coliformes fécaux dans le forage. Bon, à Ouaga, on peut dire qu'avec les toilettes qu'il y a, comme les gens réalisent les forages en pleine zone habitée, il est possible que les toilettes n'ayant pas été réalisées selon les normes, ben, il y a des infiltrations et ça finit par contaminer aussi les nappes. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans l'assistance qui ont des éléments de complément. C'est-à-dire qu'au-delà des présentateurs, on est tous des gens du secteur. On a des choses on peut partager entre nous ici, voilà, pour se renforcer les capacités. Ok, Est-ce qu'il y a... Hilaire, Oui, oui, Abibata, je vas-y. suis là. Voilà, en complément à ce que tu as dit. C'est vrai que sur l'ensemble des forages où on a réalisé le TUC, c'est des forages qui étaient déjà fonctionnels. C'est-à-dire que quand ils ont fait la réalisation, l'eau était conforme, donc le forage a été mis en service. Donc, c'est au cours de l'exploitation, à cause de toutes les activités qui sont liées autour du forage, ça peut être des latrines qui sont à proximité, qui ont été réalisées après dans le temps, et également toute la défécation à l'air libre que l'on connaît dans le milieu rural. Donc, ce sont des des choses qui ont occasionné la contamination de ces points d'eau. Merci Abibata. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Je vois Patricia Saloum qui est là. Je vois Sandrine Go. Ben, c'est tous des gens du secteur qui maîtrisent bien ces problématiques. Elles peuvent aussi nous apporter des éclaircissements par rapport à ces problématiques. Il y a le doyen Kossi aussi que je vois. Aussi Wozwame, le UNICEF Doré. Je ne sais pas si tu es toujours là-bas. Sinon, il y a Fatimata qui lève la main. OK, Fatimata, oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. En fait, c'est Aliatou Galbané de l'UNICEF. J'avais un problème avec le lien. Donc, j'ai dû OK. utiliser, voilà, celui de Fatimata. Merci aux deux présentatrices. En fait, ma question est de savoir, lorsque les résultats de l'étude ont montré les zones favorables, quel a été le taux de succès? Est-ce qu'il y a eu des implantations, des réalisations qui ont été faites? Si oui, quel est le taux de succès par rapport, comparé à ce que l'étude a dit? Et aussi, est-ce qu'il y a eu une analyse en lien avec les changements climatiques? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé la question. Si oui, quel est le rapport, l'impact des changements climatiques sur la recherche de la nappe en eau souterraine? Merci. OK, merci Isaliatou. Alors, sur la question du changement climatique, j'imagine qu'à la fin, quand on aura les résultats finaux de l'étude du PAEA, donc qui couvre l'ensemble du territoire, certainement qu'il y aura des comparaisons avec, parce qu'on on avait une carte hydrogéologique du Burkina qui datait d'avant 70. Et donc, normalement, si on compare, donc après 50 ans, on doit pouvoir effectivement se projeter sur les questions de changement climatique. Mais il se peut que quelqu'un ici dans la salle puisse avoir encore d'autres éléments pour nous éclairer davantage dessus. Alors, effectivement, aussi bien Zanzé que Abibata et puis Léonard. Alors, quand on dit les zones très favorables, les zones favorables, c'est quel taux de succès, à quel taux de succès on doit s'attendre. Et je sais aussi que les résultats des études ont déjà été utilisés par quelqu'un. Est-ce qu'on a des retours pour confirmer ce que l'étude prévoit? Donc, vous avez la parole, cher présentateur. Et on va aller rapidement après pour entrer dans la deuxième phase qui concerne les recommandations à formuler. Oui. OK, alors je vais parler un peu de ce que nous sommes en train de faire à Falaguntu, Gorom et Douri avec Water. Donc, nous n'avons pas encore réalisé le forage, on s'apprête à le faire, mais nous avons déjà réalisé des implantations, la géophysique du moins. On a déjà fait des études géophysiques en se focalisant sur les zones de forte potentiel hydrogéologique identifiées
par l'analyse multicritère d'intelligence artificielle. Et les résultats, c'est quoi? C'est qu'on a identifié des failles, effectivement, à partir des images satellitales, on a identifié des failles qui sont localisées dans les zones de fort potentiel hydrogéologique. À ce stade, donc, c'est ce qu'on peut dire à ce stade-là. Donc, nous espérons d'ici quelques semaines aller sur le terrain pour commencer donc la foration et voir si effectivement on a de l'eau à ces endroits-là. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les images satellitales ont permis de voir des failles prometteuses dans les zones de fort potentiel hydrogéologique déterminées. Ok, Voilà. ok, merci Zanzé. Et on suivra avec attention donc les résultats de foration pour voir si ça confirme effectivement ce que les études ont dit. Est-ce que Abibata ou Léonard Oui, je suis à côté. Pour ce qui est des résultats de Terre au vie, il faut dire que la seconde étude vient d'être achevée. Pour ce qui est des premières études, nous n'avons pas eu l'opportunité de faire des forages tests. Mais, comme on l'a dit, l'objectif pour nous, c'est que ces études sont disponibles et que d'autres partenaires puissent faire les forages tests. Sinon, on n'a pas pu, de façon concrète, faire des forages tests là sur ces différents endroits. C'était prévu à la dernière minute de faire quelques ouvrages, mais je pense que le contexte n'a pas permis de pouvoir faire cela. Mais nous espérons que le contexte va s'améliorer et les acteurs qui sont toujours sur le terrain pourront s'approprier de ces résultats-là pour pouvoir implémenter les forages. Ainsi, on aura une idée sur le taux de succès dans ces endroits identifiés. Merci Abibata. Est-ce que Léonard, tu as un mot? Parce que je sais que vous avez réalisé l'étude donc en 2021 et depuis lors, j'imagine que des forages ont été réalisés par les ONG humanitaires dans ces zones-là. Est-ce qu'il y a des retours qui permettent de voir ce que effectivement l'étude a apporté en termes de taux de succès? Merci beaucoup, donc, Fimet. Donc, c'est comme je l'ai dit donc, lors de la présentation, c'est un sondage que donc, nous avons initié donc, début 2022 pour donc, collecter donc, les informations sur l'utilisation donc, des résultats aboutis donc, à travers cette recherche. Il nous a été remonté que donc, ça coïncidait donc, avec la fin de projet donc, de certains partenaires donc, dans les zones de recherche. Et nous n'avons pas pu donc, engranger donc, certains retours donc, confirmant donc, l'utilisation donc des résultats aboutis donc pour implémenter donc des forages. Ce sondage peut être relancé donc puisque ça fait déjà donc 2 ans que nous avons avec l'échantillon, le sondage que nous avons initié. Donc par rapport au taux de réussite, je précise que donc les classes de favorabilité que nous avons donc fait avec donc les 3 classes, donc avec les scores de favorabilité, j'ai bien précisé que donc la première classe favorable donc, a un score donc, de 0,6, c'est-à-dire que toutes les classes, donc, pour la couleur bleue, donc c'est le taux de réussite est donc, à 60% en tant que tel. Et les médiocres, donc c'est un taux de réussite donc, de 45 à 60% en tant que tel. Et la dernière classe qui est la classe défavorable, donc c'est un taux de réussite inférieur donc, à 45% en tant que tel. Merci, merci Léonard. Alors, je sais que dans le cadre de l'offensive agro-silvopastorale, il y a beaucoup de forages qui se font actuellement, mais malheureusement, ce n'est pas dans les zones où les études ont été menées à des niveaux localisés. Mais peut-être qu'avec l'étude du PAEA, donc qui couvre l'ensemble du pays, on pourra effectivement avoir des retours pour voir si effectivement les prédictions donc, générées par ces études permettent de confirmer avec les réalisations réelles sur le terrain. Et donc, avec votre permission, je propose qu'on puisse avancer. Est-ce qu'on a encore du temps pour prendre une question, Bella? Ben, il est, s'il te plaît. Oui. Je vais apporter quelques éléments de réponse à des questions qui concernent l'étude de cowater. OK. Et voilà, j'ai noté une question qui concernant un peu l'éloignement des centres urbains que j'ai présenté comme une difficulté. En fait, il faut le mettre en lien avec la situation d'insécurité qui sévit dans le Sahel burkinabé. Alors,
Donc, compte tenu de cette situation d'insécurité et les sites étant très loin de Ouagadougou, ça pose deux problèmes. Déjà, pour l'analyse donc de la qualité des eaux, quand vous faites des prélèvements dans des forages qui sont loin des centres urbains, dans le Sahel là, il faut trouver un moyen de les acheminer à Ouaga, dans les laboratoires à Ouaga, pour les analyses, et ça prend du temps. Alors, un prélèvement qui fait 3 jours sur la route, vous êtes convenu avec moi que les résultats ne vont pas refléter la réalité. Voilà. Il y a une question qui concerne l'intercommunalité. Alors, je disais tantôt que l'étude de Quater se passe dans le cadre d'un projet. Dans le cadre de ce projet-là, il est prévu de mettre en place une intercommunalité entre les 3 communes, Douri, Falagontou et Gorom Gorom. Une intercommunalité qui est dédiée à l'eau et à l'assainissement. Donc, c'est une structure intercommunale et c'est cette structure qui va gérer toutes les questions d'eau pour les 3 communes. C'est-à-dire que, dès qu'elle sera fonctionnelle, aucune des communes ne va s'occuper donc des questions d'eau. C'est la structure intercommunale qui va s'en occuper. Et elle a l'avantage d'être une structure technique, une structure vraiment technique, donc qui est versée donc sur ces questions d'eau-là, et qui devrait pouvoir donc se faire des partenaires un peu partout et pour adresser donc toutes les questions qui se posent. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la préoccupation de ceux qui a posé la question. Il faut dire que la structure déjà elle est en train d'être mise en place. Son nom a déjà été choisi. Je pense que c'est la signature de la convention de création qui reste à faire. Sinon, au niveau de chaque commune, le principe donc d'aller à l'intercommunauté a été acté. Voilà, il reste la signature donc de la convention de création donc de l'intercommunalité et la mise en place des équipes. Elle devrait intervenir au cours de l'année 2024. Merci Christophe. Après, je voudrais aussi parler un peu concernant donc les craintes par rapport au changement climatique, par rapport donc aux zones de forte potentialité hydrogéologique identifiées. Il faut dire que dans l'analyse multicritère, là, il y a des critères qui sont d'ordre climatique. Les critères donc de pluviométrie, d'infiltration efficace et d'écoulement. Tous ces critères-là sont des critères d'ordre climatique. Et effectivement, c'est censé, les cartes élaborées sont censées tenir compte du changement climatique. Mais ça suppose que les données utilisées, les données de forage utilisées là, ce sont des données récentes. Si on n'utilise que les données très anciennes, de forages très anciens, des forages qui ont plus de 30 ans, comme il y en a beaucoup dans le Sahel, bon, effectivement, il peut y avoir un biais. D'où l'importance donc d'associer le maximum de partenaires dans ce genre d'études-là et avoir le maximum de données, des données anciennes, mais aussi des données récentes. Ça va permettre donc de se rapprocher un peu plus de la réalité. Voilà, donc de prendre en compte le changement climatique que l'on constate actuellement. Okay. Voilà. Merci. OK, merci Christophe. Merci à tous. On va avancer, il nous reste que 25 minutes. On va aller à la phase suivante de notre atelier, donc qui concerne la phase de réflexion. Et là, donc, voilà, on va faire un jeu. J'espère que tout le monde pourra y réussir. Alors, il va falloir vous connecter. Et pour vous connecter, il y a deux façons de faire. Soit vous scannez le code QR qui est là et ça vous amène directement sur la plateforme sur laquelle les questions seront posées. Ou alors, vous cliquez sur le lien, dans le lien qui est en bas. Je crois que le lien est mis dans le chat. Donc, vous cliquez sur le lien et ça vous permet de vous connecter à la plateforme où vous pourrez répondre aux différentes questions qui vont être posées. Alors, 1 minute, 2 minutes pour que les uns et les autres puissent se connecter. Et voilà. Suzanne, tu nous fais signe s'il y a assez de gens connectés. Là, pour le moment, il y a 11 personnes connectées, 12. OK. 12 sur 60, ça monte. On a 18 personnes connectées pour le moment. Oui, encore 1 minute pour vous connecter. Pour le moment, 22 personnes sont connectées sur 65. On est à 25 personnes connectées. On va attendre encore un peu. OK, bon, on va commencer déjà les questions. Alors, on a une première question qui vous est posée. Est-ce que
vous avez déjà eu besoin d'informations sur la disponibilité et les potentialités des ressources en eau souterraines. Là, donc, est-ce que vous avez déjà eu besoin, donc, en tant qu'intervenant dans le domaine de l'eau, de l'assainissement ou autre domaine, est-ce que vous avez déjà eu besoin d'informations sur la disponibilité et sur les potentialités des ressources en eau souterraine? Et donc là, c'est oui ou non. On attend vos réponses. On a beaucoup de oui. Et là, on a 12 oui. Et bien sûr. Alors, donc, beaucoup d'entre nous ont déjà eu effectivement à rechercher des informations sur la disponibilité et les potentialités en termes de ressources en eau. Oui. On a encore quelques personnes qui réagissent. Voilà, donc on retient que globalement, presque nous tous ici, on a eu besoin d'infos sur les ressources en eau souterraine. Parfois, dans le cadre du travail, ça peut aussi être aussi dans le cadre privé. Quelqu'un qui a sa ferme et qui voudrait faire un forage, voilà, il cherche ces informations. OK. Alors, une fois que vous avez eu des informations, quelle utilisation avez-vous déjà fait d'études sur les eaux souterraines? Comment ces études vous ont-elles aidé à mieux planifier ou décider de vos actions en matière de protection ou d'approvisionnement en eau? Donc, je répète la question, elle est longue, mais c'est-à-dire, quelle utilisation avez-vous déjà fait des études sur les eaux souterraines? Encore une fois, comment ces études vous ont-elles aidé à mieux planifier ou décider de ce que vous avez à faire, donc vos actions en matière de protection ou d'approvisionnement des eaux? Je sais qu'il y a eu une question, je pense que c'est Kwalaga qui demandait si on a déjà utilisé les résultats des études au-delà du suivi de la qualité de l'eau pour les ressources en eau. Donc, c'est l'occasion de voir s'il y a déjà des gens qui ont eu à utiliser des études dans ce sens-là. Vous avez la parole. OK, pour choisir une réponse. Oui. Peut-être, Hilaire, comme je vois qu'il n'y a que 33 personnes connectées sur la plateforme, Oui. peut-être que certaines personnes qui n'arrivent pas à se connecter peuvent également lever la main s'ils souhaitent participer plutôt à l'oral. OK. OK. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas pu se connecter effectivement sur la plateforme, comme vous voyez les questions, vous pouvez aussi intervenir directement, lever la main. Donc, il y a le symbole la main donc, en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, on peut vous donner la parole pour vous exprimer directement. Bien entendu, en étant précis et concis. Et donc, il y en a qui ont utilisé pour choisir un bon site, étude de la qualité des 50 forages. Les résultats ont permis de conseiller sur la protection des ressources en eau, des ressources. OK, c'est dans le cadre du programme de la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. OK, aussi pour réaliser de nouveaux points d'eau ou transformer des forages existants en AIPS, pour réaliser des forages à haut débit. Oui, effectivement, souvent, c'est un casse-tête. Voilà, donc, ces études, voilà, beaucoup d'utilisation, c'est pour réaliser des forages, orienter les acteurs pour la foration dans les zones favorables. Hein, quand on sait que souvent dans les contrats de réalisation de forage, on demande des forages positifs et donc beaucoup d'entreprises ont besoin de telles études, voilà, pour réduire le taux d'échec, sachant que les forages négatifs ne sont pas payés. OK, vérifier les zones qui ont les caractéristiques physico-chimiques et les zones favorables. OK. Donc, améliorer le ciblage. Ces études donnent aussi des indications sur le choix des champs captants. En tout cas, oui, merci. On a beaucoup de retours par rapport à l'utilisation donc des eaux souterraines. Et je profite de relancer une question parce que quelqu'un parle de qualité de l'eau. Tout à l'heure, il y avait une question sur
que devient le forage, qu'est-ce qui est devenu le forage avec des taux de nickel ou d'arsenic élevés. Peut-être qu'à un moment donné, un de nos présentateurs ou présentatrices pourrait intervenir dessus. Donc, éviter les forages négatifs, donc l'utilisation de ces études-là, oui. Sensibiliser la population consommatrice. Alors ça, oui, est-ce que l'ami qui a écrit ça pourrait nous en dire plus? Comment utiliser les études sur les eaux souterraines pour sensibiliser la population consommatrice? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Levez la main si vous avez des éléments à nous partager sur ça. Donc, vérifier la qualité des données des études sur le terrain. OK, donc quand on fait les implantations, on peut aussi confronter avec les données des études pour mieux s'assurer qu'on a de bons sites. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? OK, orienter les partenaires dans la recherche de groupes de pays. Oui. Oui, c'était par rapport aux SRO, Patrice, et Direction régionale de l'eau. Il y avait une question, sensibiliser la population consommatrice là. Oui, oui, tout à fait. Alors, je voulais réagir un peu par rapport à ça, parce que bon, en fait, quand on a les résultats des zones à fort potentialité hydrogéologique, on peut sensibiliser la population d'éviter peut-être bon, des activités, c'est pas d'orpaillage ou bien des latrines dans ces zones-là pour éviter la pollution des nappes. Comme on sait que c'est une zone à fort potentialité hydrogéologique, c'est des zones vraiment préservées, quoi. Je pense que c'est dans ce cas la personne voulait intervenir. OK, merci Patrice donc pour cette contribution. Effectivement, sachant que nous sommes dans un pays à stress hydrique assez élevé, lorsqu'on découvre des zones de bonne favorabilité, il faut vraiment prendre les mesures pour les protéger. Et donc, voilà, éviter de pratiquer un certain nombre d'activités qui peuvent compromettre la qualité de cette eau, ou même favoriser même les zones de recharge, parce que j'ai vu que dans l'étude de terre aux vies, on peut identifier les zones de recharge et à ce moment, on peut aussi prendre des mesures pour protéger ces zones de recharge et même favoriser ces recharges, par exemple en multipliant les cordons pierreux, pour ralentir les vitesses de l'eau et favoriser les infiltrations. Donc tout ça, effectivement, ces études peuvent servir à ça. En tout cas, merci pour ces différentes réponses. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, la question suivante, voilà. Donc, la question c'est comment faire pour disponibiliser au maximum les résultats donc, des études et qu'ils puissent être utilisés par une grande diversité d'acteurs? Et au-delà de ça, quels pourraient être les formats les plus adaptés que vous souhaitez pour que ces études soient le plus accessible possible aux utilisateurs? Donc, je réponds à la question, comment faire pour rendre disponible le plus possible les résultats de ces études-là et qu'ils puissent être utilisés par une grande diversité d'acteurs? Et au-delà de ça, quels pourraient être les formats que vous souhaiterez sur lesquels on peut diffuser ces résultats d'études? Donc, nous vous écoutons donc à travers la plateforme et aussi dans le chat pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. OK, il faut mettre ces études. Un truc en anglais là qui m'empêche de lire. OK, il faut mettre ces études en ligne. OK, voilà. Donc, toutes les études doivent être centralisées par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Oui. Il faut aussi une bonne dissémination des résultats, d'abord au niveau local, puis au niveau national. Oui, c'est vrai que souvent, on arrive sur le terrain, on va dans une commune, et puis on dit, oui, il y a eu une étude, mais on n'a pas de rapport. On dit, ben, il faut repartir à Ouaga, et souvent, c'est compliqué. Oui, on peut aussi s'appuyer sur le cluster, voilà, le cluster WASH, pour rendre cette étude disponible pour les acteurs, vulgariser les résultats à travers le cluster, donc que ce soit au niveau national ou au niveau sous-national, au niveau régional. À travers les mailing lists du cluster, oui, où il y a pas mal d'acteurs qui sont répertoriés.
mettre en ligne et les disponibiliser au niveau des directions régionales, pourquoi pas même au niveau des directions, directions provinciales, et peut-être même les communes, on ne sait pas, voilà, que au moins les communes concernées aient ces résultats. Mettre les résultats donc sur le site officiel du ministère dans un format PDF, dans format accessible, ça peut être PDF. Créer un site web dédié à la connaissance des ressources en eau souterraine, intégrer cela au système d'information sur l'eau. Oui, voilà une bonne idée aussi. Il faut centraliser les résultats et les rendre disponibles en ligne. Donc, je remarque que effectivement, la mise en ligne est assez sollicitée donc, par les différents participants. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec la numérisation, on doit pouvoir avoir accès à toutes ces ressources-là documentaires sans être obligé d'aller dans une direction. Hein. Oui, quelqu'un aussi a parlé de concevoir des supports de communication grand public sous forme de flyers. Ouais, pourquoi pas. Il faut que les communes disposent des études imprimées et des cartes en grand format. Oui, effectivement. Ça fait plaisir si on rentre dans le bureau d'un technicien communal et puis on voit une carte de la commune avec les potentiels hydrogéologiques. Ouais, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Utiliser les résultats en plus que le partage. Utiliser les canaux tels que les clusters et le site du MEA, du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Centraliser les études. Donc, alors, de manière rapide, il y a la disponibilisation des études sur toute la chaîne du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, depuis le niveau central, le niveau régional, le niveau provincial et même au niveau des communes. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait de mettre ça en ligne. Et ça apparaît aussi beaucoup comme proposition. Alors, il y a une proposition aussi qui dit de former les acteurs locaux, voilà, pour pouvoir exploiter ces études-là. Et là, c'est bien, sauf que, bon, il y a ce que évoquait Abibata, l'instabilité des agents. Donc, vous formez des gens aujourd'hui et demain, ils sont ailleurs. Mais bon, on fait avec. Voilà. Donc, mettre en ligne pour une large possibilité d'exploitation, loger les résultats dans le centre de documentation de la DGRE. Oui, tout à fait. Et encore, encore une minute. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc, organiser des ateliers régionaux et communaux pour la diffusion. Alors, donc, dernière question donc, par rapport à ces études-là, ce sont vos recommandations. Quelles seraient vos recommandations afin de réaliser de telles études et disponibiliser les résultats des études existantes? Comme on l'a vu, on a quelques communes, hein, Terre-Ovi a touché 11 communes, Kowate a touché 3 communes, UNICEF a touché 8 communes. Donc, il reste beaucoup de communes, puisqu'on en a 349, je crois, communes rurales. Voilà, donc il reste beaucoup de communes à toucher et certainement qu'il y aurait des acteurs qui seraient intéressés à réaliser de telles études. Alors, pour ces acteurs, quelles pourraient être les recommandations pour pouvoir réaliser de telles études? Et aussi les études existantes, quelles sont les recommandations pour pouvoir disponibiliser les résultats? C'est vrai qu'il y a déjà eu des propositions dans la question passée, mais ça n'empêche pas de reformuler ça maintenant sous forme de recommandation ici. Et donc, vous avez la parole. Donc, vos recommandations pour réaliser de telles études. Plaider auprès des partenaires techniques et financiers pour le financement de la couverture des communes à situation critique en WASH. OK? Donc, les communes qui sont dans des situations d'urgence, j'imagine que ça peut être aussi les communes où les taux d'accès sont très faibles. Voilà, ça pourrait être une recommandation de plaider pour avoir des ressources pour financer de telles études. Autre recommandation.
Ouais, il est important de faire un mapping de toutes ces études. OK, donc disponibiliser une cartographie de toutes les études existantes. OK. OK, il y a Ago donc qui dit de tenir compte des aspects liés au changement climatique, donc dans la réalisation de ces études. Les directeurs généraux et régionaux pourraient être des centres de ressources pour indiquer les études qui existent et quelles organisations peuvent les conduire. OK. Toujours comme recommandation, il faut organiser la coordination des interventions, la mutualisation des ressources pour une couverture progressive. C'est vrai. Souvent, on se retrouve avec beaucoup d'acteurs qui se concentrent sur une même zone, alors que si on mutualise, on coordonne bien, on peut améliorer la couverture du pays à travers ce type d'études-là. Donc, ouvrir les zones non touchées par ces études. Les services du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement qui délivrent des autorisations d'émission de forage et auprès de qui doivent se faire les déclarations d'émission doivent saisir cette occasion pour réclamer les fiches de forage afin de les interpréter pour établir les cartographies. Oui. Alors, juste sur ça, avant, je crois que les IOTA, on devait faire les demandes auprès des préfets. Et puis, ce sont les préfets qui doivent demander avis des services techniques en charge de l'eau et de l'assainissement pour se prononcer sur les demandes. Est-ce que c'est toujours ça ou ça a changé? Je sais que c'est une question qui a été posée il y a 2 ans dans un atelier. Si quelqu'un a quelque chose à partager dessus, ben, c'est l'occasion aussi de nous informer. Le partage des études doit faire partie du budget pour pouvoir mener des actions de vulgarisation. Oui. Donc, voilà. Que dans les budgets des différents services ministériels déconcentrés ou même décentralisés, on intègre la diffusion de ces études-là. Faire le bilan de toutes ces études et partager les résultats. OK. Le plaidoyer auprès du ministère, auprès des PTR, et faire une synthèse des résultats déjà obtenus en les restituant à l'échelle nationale afin de susciter l'intérêt d'autres acteurs, oui. Alors, il faut une base de données SIG hébergée par l'État et l'État peut accorder l'accès sur demande. Oui, est-ce que la personne qui a parlé de ça peut nous expliquer davantage parce que, ouais, ça semble être intéressant, mais je ne sais pas si j'ai la bonne compréhension. La base de données SIG, comment ça doit se faire? J'aimerais bien qu'il nous explique davantage. On a 1 minute. S'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ça, ce serait bien. Surtout quand on est à l'heure du numérique. Donc, profiter davantage des opportunités que nous offre le numérique. Est-ce que quelqu'un peut intervenir sur ça? Comment, par rapport à la question des systèmes d'information géographique? Donc, se coordonner avec le ministère, OK. Disponibiliser les résultats de ces études dans les communes couvertes auprès des services techniques communaux, donc en format numérique, en document papier. Okay. Il revient à l'État de mettre l'accent sur la connaissance des ressources d'eau du pays. Donc, c'est crucial de mettre le budget qu'il faut pour cette étude. Donc, comme recommandation, c'est que l'État, effectivement, budgétise la réalisation de telles études. Et si l'État n'a pas toutes les ressources, peut-être que à chaque fois qu'il y a un projet WASH dans une zone donnée, il faut plaider pour que le projet puisse appuyer la réalisation de telles études. Voilà, ça aide aussi à augmenter la couverture du pays en la matière. Là, donc, on a une série de recommandations très, très pertinentes qui pourront être valorisées dans le cadre de cet atelier et donc diffusées pour que, effectivement, de telles études puissent se mener davantage et que aussi on arrive à couvrir le pays. Alors, donc, on est presque à la fin de notre webinaire, donc c'est prévu de finir à 15h30.
On va faire un petit sondage. Est-ce que c'est prêt? J'ai vu Suzanne. Suzanne a parlé d'un sondage. Oui, nous l'avons partagé dans le chat. OK. Donc, il y a un sondage dans le chat. Voilà, cliquez sur le lien et puis répondez à ces quelques questions. Cela nous permettra donc d'avoir vos retours sur cet atelier en ligne et aider aussi à améliorer les prochains ateliers de ce type. Donc, cliquez sur le lien, prenez quelques minutes pour répondre à ça. Je crois qu'ils vont continuer à répondre dessus après la clôture. Oui, on peut laisser ça ouvert, pas de problème. OK, OK. Merci bien. Et, en tout cas, on a été, là, on est 60, mais je sais qu'à un moment donné, on était à près de 75 à être présents sur cet atelier. Donc, cela démontre tout l'intérêt que nous avons sur ce sujet des eaux souterraines. Voilà, parce que pour les pays sahéliens que nous sommes, mais même au-delà des pays sahéliens, il y a d'autres pays qui ont tous les problèmes du monde à réaliser des forages positifs et ça témoigne donc de votre intérêt à participer. Alors, donc, les résultats des études, comme on l'a dit, vont être disponibilisés. Vous aurez les liens, vous aurez des liens pour télécharger les présentations, des liens pour télécharger l'enregistrement aussi du webinaire. Et comme ça pourra faire partie de vos documentations. Et avec le mailing list qui sera diffusé, ben, n'hésitez pas à partager ce que vous aurez sous la main avec les autres participants. Ça a été un très grand plaisir pour nous, voilà, de passer ces 1h30 avec vous, très riche, très dynamique, et nous espérons encore vous retrouver dans d'autres voilà, dans d'autres circonstances, sur d'autres événements de ce type. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je ne sais pas si Judith a un mot à ajouter avant qu'on puisse clôturer. Judith? Le seul mot est merci beaucoup. De ça, on fait deux. Merci à vous. Merci bien et bonne fin de journée. Au revoir et à la prochaine.